We are live? On. We are All live. right. We are live. Okay, perfect. Parfait, nous sommes maintenant en direct. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus à notre webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir avec nous l'équipe de déclassement et de nettoyage. Nous sommes situés sur les terres traditionnelles non cédées du peuple algonquin Anishinaabe. En tant qu'organisme, les laboratoires reconnaissent leur lien avec cet emplacement. Nous reconnaissons les contributions des Premières Nations, Métis et Inuits pour façonner et renforcer cette collectivité en particulier, cette province et ce pays en général. Alors, si vous entendez des petits sons en derrière, ce sont que des notifications. Aujourd'hui, nous voulons vous donner un aperçu de notre programme de déclassement et de nettoyage de Chalk River. Commençons avec les présentations. Nous en aurons environ pour une demi-heure. Et puis, nous donnerons du temps pour répondre aux questions. Alors, quelques généralités au tout d'abord. Nous avons l'interprétation simultanée. Vous pouvez entendre la séance en français ou en anglais en cliquant sur l'icône de Zoom. Sélectionnez la langue de votre choix. Nous avons planifié 1 heure de travail. Nous allons répondre aux questions pendant une trentaine de minutes. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi l'icône de questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est encore une fois en bas de votre écran sur Zoom. Vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment durant la présentation et nous y répondrons à la toute fin. Cette séance est enregistrée. Elle sera publiée sur YouTube par la suite. Cela prend quelques jours avant qu'elle ne soit disponible. Si vous éprouvez des problèmes techniques, envoyez un courriel à ermstakeholder@commercialcnl.ca. Un membre de notre équipe essaiera de vous aider. Aujourd'hui, on a un membre de notre équipe qui est malheureusement malade, mais on a quand même un très bon conférencier. Luc Lobetaille est le spécialiste pour la fonction de nettoyage. Et c'est notre hôte aujourd'hui. Luc, je vous cède la parole. Luc Robitaille. Bonjour à vous tous. Nous allons céder la parole à Rachel au tout début, mais je vais quand même me présenter. Je m'appelle Luc Robitaille. Comme Mike l'a mentionné, je suis le spécialiste en atténuation. Cela fait maintenant 25 ans ou presque que je travaille dans les différents laboratoires. J'ai aussi travaillé aux États-Unis, en Afrique de l'Est. Je suis un spécialiste de l'assainissement environnemental. Je suis aussi l'un des principaux auteurs du programme de déclassement et de nettoyage avec 2 de mes collègues. Ils sont avec moi pour répondre à des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Nous allons donc commencer la présentation et nous réserverons la période de questions à la toute fin. La présentation n'est pas très longue. Rachel, allez-y. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Rachel Chenette. Je suis une agente avec l'équipe de relations. J'appuie le programme de déclassement et de nettoyage sur le plan de communication et de l'engagement. Cela fait maintenant près de 2 ans que j'occupe ce poste. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner la parole à mes collègues pour qu'ils se présentent, pour que tous les participants virtuels puissent les connaître. Nous avons donc avec nous René. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Puis nous donnerons la parole à Scott. Oui, je m'appelle René Silky. Je suis au laboratoire nucléaire canadien depuis près de 19 ans. Je travaille à la protection de l'environnement et l'assainissement environnemental aussi. Depuis 2016, nous travaillons sur la planification de nettoyage et de déclassement. Je suis formée en évaluation des risques et en toxicologie environnementale. Très approprié.
Et j'ai bien hâte de vous expliquer ce que nous faisons au niveau du déclassement et du nettoyage. N'hésitez pas à poser des questions à la toute fin. Je cède la parole à Scott. Bonjour, je m'appelle Scott Clemo. Je travaille sur les sites contaminés un peu partout au Canada depuis 10 ans. Je suis au laboratoire nucléaire canadien depuis 5 ans maintenant. Je suis un spécialiste en assainissement environnemental et j'ai aussi une spécialité en évaluation des risques et santé humaine. Merci à vous deux. Avant de passer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit rappel. Nous avons eu un webinaire au mois de septembre sur la fonction de nettoyage du LNC. C'est déjà sur YouTube. Le lien est dans la fenêtre de clavardage. Le webinaire est disponible dans les 2 langues officielles. Scott est le responsable. Il a fait une présentation sur les objectifs de la fonction de nettoyage ainsi que notre rôle. On a fait un survol de tous les règles de la réglementation sous-jacente et des programmes que nous utilisons. Aujourd'hui, c'est un webinaire de haut niveau et nous allons nous expliquer un peu quels sont les principaux documents de la fonction de nettoyage. Je cède maintenant la parole à Luc, qui sera responsable de la présentation. Nous reviendrons pour les questions à la toute fin. Luc, j'ai oublié aussi de mentionner, comme Scott l'a dit, cela fait maintenant 2 ans que je suis avec les laboratoires nucléaires canadiens. Alors, quel est notre plan dans l'ensemble? Nous avons un acronyme pour ça, le PDN. Cela décrit l'approche proposée pour le déclassement et l'assainissement de l'environnement du site des laboratoires de Chalk River. Cela appuie les conditions de licence 1.2 qui stipule que le CNL est tenu de documenter sa proposition d'amélioration et de plan de déclassement du site. Nous faisons une évaluation des risques environnementaux tout en permettant l'assainissement du site et son exploitation continue en tant que site de recherche nucléaire de classe mondiale. C'est un document dynamique. Autrement dit, il est toujours mis à jour. Dès qu'il y a des changements sur le site, nous procédons aux modifications. Le document en tant que tel est mis à jour à tous les 5 ans. La révision doit être soumise à la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour examen. La prochaine fois que cela sera fait, ce sera en 2023 et nous allons l'expliquer. C'est vraiment à la fin du mois de janvier 2023. Prochaine diapo. Désolé, l'écran a gelé. Désolé, Luc. On a une question à l'écran. Alors, on nous demande si ce plan va remplacer le document antérieur et la réponse courte est oui. Nous allons vous expliquer un peu plus tard durant la présentation. Merci beaucoup. Dis Mike. Désolé, nous éprouvons des difficultés techniques. Et cela survient habituellement en ligne, n'est-ce pas? Veuillez patienter. Luc, avez-vous la présentation sous la main? Vous pouvez tout simplement poursuivre sans que l'on montre les images.
Sorry about that. I can. Désolé, veuillez patienter. Yes, I can try to go off of memory. So Je peux poursuivre de mémoire. Nous avons certaines exigences. Nous devons soumettre nos documents à la Commission à tous les 5 ans. À ce moment-là, nous avons certains critères. Vous pouvez trouver tous les critères dans les documents à 2.11. Cela parle du déclassement. Il y a aussi une norme de la Commission qui couvre certains des éléments. Alors, il y a vraiment des éléments de base que nous devons inclure dans tous nos documents. Nous avons observé ce qui se fait ailleurs sur la planète avec des programmes semblables, avec le type de rapports semblables, principalement à Hanford. Il y a aussi la même chose en Ohio et quelques établissements en Europe. On essaie de voir quel genre d'informations nous devons inclure qui est assez semblable au leur. Lorsqu'on a préparé les grands points du programme de déclassement et de nettoyage, c'est que toutes les exigences dans la réglementation sont satisfaites et on a rajouté les pratiques exemplaires mondiales. Nous avons aussi inclus de l'information concernant les comités consultatifs. La plupart de ces établissements ont des comités consultatifs. No, you're good, Luke. Okay, It's yeah, I just Rachel's got a internet. message But from the- Continuez. Nous poursuivons en coulisses pour essayer de mettre la présentation à l'écran. Veuillez poursuivre. Okay, people can see that, yeah? Yeah, so next slide, please. Tout va bien. Prochaine diapo. So one thing that Comme on le voit ici à l'écran, committee advisory panel, we've been meeting avec le comité consultatif, over a year so far. alors ça fait déjà 1 an que nous travaillons ensemble, nous avons examiné quelle serait notre vision et notre mission en matière de nettoyage pour le site. Ce n'est pas habituellement dans les critères, on l'a rajouté. C'est beaucoup de travail en coulisses, mais c'est important de le faire. Notre vision est la suivante. Nous voulons atténuer et assainir, enfin atténuer les impacts et assainir le site des laboratoires de Chalk River tout en protégeant la santé, la sécurité et l'environnement au cours des opérations actuelles et à l'avenir. Notre mission, en tant qu'un établissement de recherche nucléaire de classe mondiale, le laboratoire s'engage à la gestion à long terme des déchets, au déclassement des édifices et des bâtiments et de procéder à l'assainissement environnemental en tenant compte des impacts associés aux opérations passées. Nous voulons aussi nous pencher sur les aspects de sécurité et de protection environnementale à long terme. Désolé, j'ai des petits problèmes techniques de mon côté. Veuillez patienter. Alors, nous voulons avoir des solutions fondées sur la science. Cela est pris en collaboration avec les collectivités, les différents intervenants et en tenant compte des valeurs autochtones. Désolé, j'ai encore des fenêtres qui apparaissent à mon écran. Nous travaillons avec les membres de notre comité pour peaufiner notre vision. On a tenu compte de leurs commentaires et c'est vraiment été très utile. Alors, si vous êtes intéressé, nous allons avoir certains liens à la fin de la présentation que vous pourriez consulter et comment vous pouvez vous joindre au comité consultatif. Nous avons environ entre 8 et 10 personnes des collectivités locales. C'est vraiment un groupe très diversifié de personnes.
Prochaine diapo. Comme j'ai mentionné plus tôt, le programme de déclassement et de nettoyage a évolué. C'est une amélioration du plan préliminaire global de déclassement. Le premier avait été établi en 2015, le deuxième en 2018. 5 ans plus tard, c'est l'heure de soumettre le prochain, soit en janvier 2023. Alors, quels sont nos principaux objectifs de nettoyage pour le site? Tout d'abord, et c'est très important, nous devons considérer les besoins et les attentes des différents intervenants, des collectivités autochtones et des agences de réglementation. L'idée, c'est d'assainir les terres pour réduire les risques pour les êtres humains, les animaux et les plantes. Le programme, les deux versions du programme, met l'emphase sur le déclassement des bâtiments sur site. Cela progresse assez rapidement. Nous avons maintenant 112 bâtiments qui ont été démolis. Mais le programme de déclassement et de nettoyage, pour cette dernière mouture, c'est de nous pencher sur les terres qui sont touchées et comment nous pouvons atténuer les risques. L'idée dans tout ça, c'est d'avoir une utilisation sans limite de ces terres et de proposer une utilisation future des terres sans danger. Lorsqu'on regarde la carte, il n'y a qu'une petite partie de la propriété qui sera développée. Nous voulons préserver les zones naturelles dans la mesure du possible. Ces zones, lorsqu'on en a, lorsqu'il faut nettoyer, nous essaierons de les remettre dans leur état initial pour une utilisation non limitée. L'idée aussi est de coordonner le nettoyage en même temps que nous procédons à d'autres activités sur le site et en respectant les pratiques exemplaires, car on ne veut faire ces activités qu'une seule fois. Les matières que nous retirons du sol doivent être stockées pour l'instant jusqu'à ce qu'on ait un endroit où nous pouvons les déplacer. Ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est de caractériser certaines zones afin de pouvoir procéder avec l'assainissement environnemental dès qu'on a éliminé les déchets. Prochaine diapo. Quels sont les principaux aspects de notre programme de déclassement et de nettoyage? Nous tenons compte des conditions environnementales. Cela tient compte de la disposition sur le site, ce qui est les établissements et les bâtiments déjà sur le site, les services aussi. Alors, nous voulons tenir compte des conditions environnementales de base sur le site. Nous avons inclus les différents commentaires reçus de notre comité consultatif. Nous avons pu démontrer au public qu'on tient compte des suggestions et des commentaires de notre comité consultatif. Nous avons aussi une nouvelle section sur la stratégie intégrée des déchets. Habituellement, nous faisions que creuser et éliminer les déchets. Maintenant, avec l'assainissement environnemental, nous disposons et manipulons les déchets différemment. Avec cette stratégie de déclassement, nous mettons de l'avant certains principes de base. Nous établissons une hiérarchie des déchets. Nous voulons réduire la quantité de déchets générés et, si possible, réutiliser la matière, la recycler, afin qu'on ait moins de déchets à éliminer. Alors, on essaie vraiment de réutiliser ou de recycler. Le programme inclut aussi davantage d'informations sur les quantités et les types de déchets sur le site, alors que nous continuons avec la catégorisation des préoccupations environnementales sur le site. Un autre aspect sur lequel nous nous penchons, c'est que nous proposons une prochaine utilisation des terres. Vous avez ici 4 images au bas de l'écran. Nous avons 4 types potentiels d'utilisation des terres.
Nous évaluons les possibilités pour chacun de ces types d'utilisation. Comme je l'ai dit, le premier, c'est une utilisation sans restriction. Ce peut être des terres humides, des boisés autour du site, etc. Il y a des zones qui ont déjà été modifiées par le passé. Suite au nettoyage, nous pourrons les remettre sous forme de parcs. Il y a certaines limites. Il faudra voir comment les êtres humains pourront utiliser ces terres. Alors, c'est une utilisation de moins de 200 heures par année par personne. Alors, c'est un aspect un peu plus naturel. Dans les deux programmes précédents, nous avions pensé avoir une utilisation industrielle. On pourrait nettoyer et on pensait avoir une utilisation industrielle. Comme j'ai mentionné, on essaie de laisser place à la nature si possible. L'utilisation industrielle serait confinée à l'espace occupé auparavant par le campus et il y aura toutes les terres autour de l'installation qui vont jusqu'à la rivière. Nous aurons aussi des zones de déchets sur le site. Nous verrons après l'approbation. Et il y a aussi des dépotoirs historiques qui sont présents sur le site, qui ne sont plus exploités. Une autre amélioration aussi à ce programme. Nous avons élaboré une approche stratégique pour l'évaluation des risques et des dangers. Lorsqu'on essaie de catégoriser une zone, on utilise des critères et une hiérarchie, à savoir s'il faut assainir cette zone ou non et jusqu'à quel point. Pour des matières comme du métal, des hydrocarbures, des solvants, habituellement, nous utilisons des critères fédéraux et provinciaux et on essaie de voir quel type de terrain doit être assaini ou non. On a très peu de critères pour des matières géologiques et des composés. Nous allons utiliser l'approche fédérale et provinciale pour définir nos critères de nettoyage. Nous utilisons la même méthodologie. Nous allons élaborer des critères pour le site en tant que tel. Vous en trouverez la description dans le programme de déclassement et de nettoyage. Nous avons aussi un examen détaillé des questions relatives au patrimoine. Alors, ce sont des zones historiques d'exploitation. Il faudra voir ce que nous en ferons par la suite. L'approche pour le déclassement et le nettoyage utilise une approche plus stratégique maintenant. Dans les programmes antérieurs, on essayait d'établir un modèle pour la fermeture du site en 100 ans. Avec les nouvelles données scientifiques et les nouvelles technologies ainsi que la nouvelle mission, le site sera ouvert de façon indéfinie et nous poursuivrons de la recherche dans le domaine environnemental, l'énergie propre. On essaie d'assainir différentes zones afin de pouvoir permettre différents projets d'aller de l'avant sur le site. Alors, on évalue vraiment les dangers et les risques de façon approfondie et cela fait partie de notre programme de déclassement et de nettoyage. Quels sont les principaux objectifs de notre programme pour 2023? Comme mentionné plus tôt, nous avons des exigences réglementaires auxquelles nous devons satisfaire. C'était dans le document, en fait, ce sont les documents du CSA. On a aussi examiné ce qui se passait un peu partout sur la planète, notamment les pratiques exemplaires, le type de rapport qu'ils présentaient et d'engagement. Alors, nous mettons en place les pratiques exemplaires internationales. Nous avons établi notre vision et notre mission et à chaque fois, nous voulons intégrer les commentaires du public
et les engagements que nous avons auprès du public et des collectivités autochtones. Alors, quels sont les changements depuis le dernier programme de 2018 et celui de 2023? L'un des plus grands changements, c'est notre approche stratégique pour le nettoyage du site, ainsi que son déclassement. Alors, on change un peu notre approche de nettoyage de l'édifice et de l'établissement pour avoir une planification beaucoup plus complète et élargie du site. On essaie de voir quels sont les risques, le potentiel de développement. Nous essayons également d'aligner nos activités en tenant compte des priorités pour le site. Nous avons identifié 60 domaines de préoccupation éventuelle environnementale. Il y a des dépotoirs historiques qui sont sur place. Il y a aussi des zones de protection pour les incendies. On a plusieurs bâtiments de recherche qui ne sont plus utilisés. Nous devons nous assurer de bien les nettoyer et les fermer de façon sécuritaire. Encore là, on essaie de caractériser ces différentes zones. On a divisé le site complet en 11 unités de gestion, fondées sur le type d'activités qui ont eu lieu à cet endroit et l'aspect géologique. Lorsqu'on regarde ces différentes zones, nous voulons accroître la caractérisation environnementale, notamment en prenant des échantillons du sol et de l'eau. On a plus de 2000 endroits où nous tirons nos échantillons. Et cela fait partie aussi de notre planification d'assainissement de ces différentes zones. Dans le rapport, il y aura une section sur le rôle du programme de surveillance à long terme et les différents contrôles institutionnels mis en place. Ce peut être des contrôles physiques, notamment des clôtures, des mesures de contrôle pour l'érosion et le drainage, pour nous assurer que le site ne se dégrade pas. Mais il y a aussi des exigences administratives, notamment établir des restrictions sur l'utilisation des terres dans certaines zones. Tout ça est mis en place dans des zones où les terres n'auront pas une utilisation sans limite. Dans le programme de déclassement et de nettoyage, nous avons de l'information sur les progrès, notamment au niveau de la du déclassement, de l'assainissement et de la revitalisation. Alors, tous ces aspects font partie du programme. Nous en tenons compte. On en tient compte lors des évaluations et de la planification. Prochaine diapo. Alors, quel est notre calendrier d'exécution pour le programme de déclassement et de nettoyage? Nous avons commencé à travailler avec nos comités consultatifs locaux. Nous recueillons leurs commentaires. On a commencé en septembre 2021. Nous allons tenir notre prochaine réunion au début du mois de décembre, dans quelques semaines. Nous avons achevé notre première ébauche du programme au mois de juillet 2022. Nous avons procédé à des examens internes et externes en septembre. Nous allons maintenant travailler, enfin, nous avons d'autres activités d'engagement. Nous voulons avoir un document prêt à soumettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire en janvier 2023. Lorsque ce document sera approuvé, nous aurons 5 ans pour préparer la prochaine mouture du programme de déclassement et de nettoyage. Prochaine diapo. Comme j'ai mentionné plus tôt, il est très important d'entendre vos commentaires ainsi que vos suggestions à propos du déclassement et du nettoyage du site de Chalk River. Si vous voulez participer, soyez les bienvenus. Nous acceptons de nouveaux membres. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous pouvons vous offrir davantage d'informations sur la façon de vous joindre au comité consultatif communautaire.
Nous aurons d'autres séances d'information du public. Nous avons déjà fait 3 séances du côté du Québec au cours de la semaine passée. Il nous en reste maintenant 3. Une dans les collines de la Laurentienne ce soir, à Deep River demain et à Pitawawa jeudi. Donc, on vous encourage à aller pour parler aux gens du site. Ils vont parler de OCDP, mais ils vont également parler donc de d'autres questions relativement au déclassement, d'assainissement, de revitalisation du site de Chalk River. Je pense que c'était la dernière diapositive. Si vous avez des questions, je suis là avec René et les autres pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Luc. Je m'excuse des petits problèmes qu'on a eus avec l'Internet. Ça arrive de temps à autre. Oui, c'est ça, dit Mike. Il y a beaucoup de questions. Alors, on va passer directement aux questions. Alors, il y a une question pour René. Y a-t-il une copie de cette présentation qui est disponible? Oui, nous allons donc afficher ce webinaire après. Et il y aura donc une copie de la présentation. Mike a dit au début de la présentation que c'est enregistré. Il y aura ça sera affiché sur le site web dans quelques jours et vous allez pouvoir regarder la vidéo de cette session-ci. Prochaine question. Est-ce que vous savez quelles mises à jour seront données par la Commission de la sûreté nucléaire du Canada en 2023? On a besoin finalement de préciser le sens de cette question. Non, je ne suis pas au courant, dit Luc. D'accord, très bien. Le plan complet contient donc des estimations de volume et du niveau de radioactivité des déchets. Est-ce que le nouveau OCDP va également contenir ces informations? Nous avons donc des volumes qui sont estimés pour certaines parties du site. Certes, nous avançons avec la caractérisation des parties du site, mais pour déterminer les volumes, il faut savoir le niveau d'assainissement. Alors, en avançant, nous devons donc tenir compte des nouveaux critères que nous avons créés pour les zones non saturées. Ça, c'est la zone. Alors, si on faisait de l'excavation dans son jardin, alors la terre sèche en surface, ça, c'est la zone non saturée. La plupart des déchets se trouvent dans la zone non saturée. Donc, nous avons élaboré des critères d'assainissement pour le site et c'est selon ces procédures qu'on va pouvoir calculer les volumes. Il y a également des parties du site où les déchets se trouvent sous la nappe phréatique. Donc, nous élaborons donc des critères de contrôle pour ces zones saturées. Et à ce moment-là, il va être possible pour nous finalement de comprendre les volumes de déchets et le niveau de contamination dans ces parties du site. Bien entendu, nous avons des types différents de contamination en fonction du type d'activité. Il y a plusieurs de ces zones, de ces 60 zones qui sont déjà assainies, propres. On va continuer à caractériser ces zones et ça va nous permettre de calculer les volumes. Il est clair que certaines estimations ont déjà été faites, mais il faut qu'on puisse déterminer la capacité nécessaire pour l'élimination des déchets. Comme j'ai dit dans la présentation, c'est un document évolutif et on continue à peaufiner les calculs en fonction des nouvelles informations. Merci, Luc. J'aimerais surenchérir. Alors, vous venez de donner une réponse très complète, Luc. Merci. Pour ce qui est des estimations de volume pour Chalk River, eh bien, nous avons
Nous avons un rapport sur les volumes. Il y aura un rapport national qui sera publié plus tard en 2023 pour ce qui est de la radioactivité au complet. Nous avons donc les informations plus détaillées, mais ces informations ne sont pas incluses donc dans le plan de déclassement ni d'assainissement. Nous avons également une projection de la radioactivité après l'assainissement, après finalement l'enfouissement des déchets. Merci René. La prochaine question est pour Rachel. Vous avez parlé donc du panel consultatif communautaire. Est-ce que le CAP va-t-il remplacer donc le conseil d'orientation qui existe depuis 15 ans? Non, ça ne remplace pas le conseil. Les deux ont un site web si vous voulez avoir plus d'informations, mais il y a une légère différence. Alors, les membres du conseil représentent donc les élus et les autochtones et les parties prenantes. Le CAP est un peu différent. C'est composé de volontaires, de bénévoles qui représentent le grand public et certaines organisations. Et on a mis à contribution finalement ceux qui ont beaucoup d'expérience. Ça, c'est la différence principale. Si vous voulez avoir plus d'informations, il nous ferait plaisir finalement de vous en parler. C'est parfait. Merci, Rachel. Ensuite, la prochaine question maintenant. Est-ce que vous pourriez étoffer les critères sur les 200 heures? Moi, je peux répondre à cette question-là. Quand nous élaborons des critères pour l'assainissement et du site de Chalk River, il y a des hypothèses qui sont utilisées pour calculer les critères d'assainissement qui seront nécessaires pour les utilisations précises. Donc, on prévoit finalement la création d'un parc. Il faut donc se baser sur tant d'heures passées par les êtres humains annuellement. 200 ans finalement est la recommandation présentée donc dans le document du gouvernement fédéral. C'est de là que nous provient donc les 200 heures. Si quelqu'un vient au site, par exemple, pour faire du camping, pour faire de la chasse ou pour skier pendant tant d'années, enfin tant d'heures par année, alors selon les autres scénarios, le temps passé par une personne au site varie. Ça serait donc plus de temps si on prévoit une utilisation industrielle. Donc, une personne pourrait y passer 40 heures par semaine. Alors, s'il s'agissait donc d'une utilisation agricole, ce n'est pas quelque chose qu'on prévoit pour le site de Chalk River. Alors là, la personne serait là en permanence. La personne consomme l'eau et cultive ses légumes, etc. Donc, oui, il faudrait donc estimer le niveau d'assainissement nécessaire pour permettre une utilisation sans limite. Il y a une autre question semblable. La question est la suivante. Pour la zone finalement sur laquelle sera créé le parc, alors on ne pense pas ouvrir le site pour l'utilisation communautaire, mais on prévoit à long terme une utilisation communautaire. Et alors, nous prenons pour acquis finalement que les gens vont
utiliser le parc finalement assez souvent. J'espère que ça répond à votre question. Merci, René. Une chose qui nous intéresse plus particulièrement, on a une session avec le CAP portant sur les utilisations diverses du site. On leur a montré les zones, on leur a expliqué l'utilisation finalement de ces parties du site et on a obtenu leur rétroaction. On voulait savoir s'ils pensaient que ces utilisations étaient viables pour le site. Unanimement, le CAP ne pensait pas que réaménager le site à des fins agricoles était approprié. Il disait finalement qu'il faudrait finalement faire en sorte que le site soit finalement une zone naturelle et c'est pour cela qu'on vise finalement l'utilisation qu'on recommande. Merci, merci Luc et René. Ensuite, on va continuer maintenant. Des fois, les exigences environnementales du fédéral et des provinces ne sont pas alignées. Quelles sont les règles ou les critères sur lesquels vous allez vous baser? Les critères fédéraux ou les critères provinciaux? Normalement, on se penche sur les deux critères, mais étant donné que c'est un site fédéral, on va utiliser les critères fédéraux, mais les critères n'existent pas pour chaque composante. Quand il y a une composante qui n'est pas couverte par les règlements fédéraux, on se tourne vers les règlements provinciaux. Parfait, merci beaucoup. Le ODCP, comment est-ce qu'il traite donc le contrat pour la consolidation? Je n'ai pas donc la réponse à cette question. Eh bien, à cette étape-ci, au début de la planification du déclassement de l'assainissement du site de Chalk River, eh bien, on aborde ces dispositions de façon générique. On dit qu'on va déployer des efforts pour consolider les déchets. On ne va pas laisser des quantités de déchets un peu partout. On veut consolider les déchets dans un nombre limité de zones. Donc, on a abordé cette question de façon générale. On ne peut pas vous dire exactement ce qui sera, ce qui va être stocké où. Donc, la plupart des déchets devraient être stockés dans le site d'enfouissement près de la surface. Ensuite, on va voir comment on peut consolider les déchets à d'autres endroits du site également à long terme. Merci beaucoup. Les LNC vont-elles donc publier le plan pour qu'on puisse comparer cela au CDP? Alors, je ne pense pas que ça soit publié pour l'instant. Pour la prochaine version de la OCDP, on va élaborer une version abrégée du document pour le grand public. Le CDP et le OCDP peuvent être demandés directement de nous et ensuite on pourrait vous les fournir, vous les envoyer. Normalement, on a besoin normalement il faut assurer finalement la sécurité du site. Donc, les informations portant sur la sécurité doivent être cavardées dans le document. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on envisage d'élaborer un plan d'action pour la rémédiation préliminaire pour consolider les informations sur les zones
pour les zones de préoccupation. Alors, nous avons un rapport pour chacune des 60 zones. Ça nous permet d'identifier les lacunes et c'est ça qu'on fait à l'heure actuelle. On commence avec les établissements à risque élevé, on les caractérise et ensuite, on va utiliser ces informations pour étudier chacune de ces zones. Mais tout cela dans le cadre de l'approche stratégique. On essaie de permettre le réaménagement où possible. C'est de cette façon qu'on consolide les informations pour que les déchets soient stockés dans le site d'enfouissement près de la surface. Et il y a également d'autres déchets qui seront envoyés à des sites d'enfouissement. Okay, thank you. Merci beaucoup. Does radioactivity also affect La radioactivité touche-t-elle également la capacité d'élimination? Oui, les composantes radioactives doivent être envoyées à des lieux appropriés pour Chalk River, comme René a mentionné. On pense que les déchets à faible radioactivité seront stockés dans le site d'enfouissement près de la surface et si le niveau de radioactivité est trop élevé, on va les entreposer jusqu'au moment où on aura donc un site approprié. Thank you. Merci beaucoup. Does the OCDP assume that intermediate L- waste will be put in L'OCDP an UMO repository? prévoit-il finalement euh, de, de stocker les déchets dans le site d'enfouissement? Alors, l'approche, c'est d'envoyer les déchets au site approprié. On n'a pas encore identifié l'emplacement exact de l'élimination Does pour the l'instant. volume of NSDF Le volume donc du site d'enfouissement près de la surface est-elle suffisante pour stocker tous les déchets à faible radioactivité? Eh bien, on utilise la stratégie pour réduire le volume. On va faire le tri des déchets si on a un établissement qui le permet. Il y a plusieurs projets finalement qui visent à maximiser l'utilisation du volume d'enfouissement sur le site. On, on a donc les installations finalement pour nous permettre de faire le tri. Ça va nous permettre finalement d'élargir la durée, prolonger la durée du NSDF. Alors, voulez-vous finalement que je lise la question, mais finalement vous tapez la réponse, je pense, n'est-ce pas? Nous avons donc une discussion très générale sur le coût du déclassement. Ce n'est pas détaillé. Ça nous réfère finalement, ça nous renvoie au document où on fait les engagements appropriés. Merci beaucoup. Très bien. Il nous reste un peu de temps. L'OCDP a-t-elle des mesures si on n'approuve pas le NSDF? Eh bien, non, il n'y a pas de plan B pour le stockage de déchets à faible radioactivité. Il va falloir qu'on s'y attaque si on rejette le processus. Mais on pense que ça sera donc approuvé. Donc, on va pouvoir passer au déclassement de ces 60 zones. Comme René a dit, on essaie d'assainir chacune des zones pour qu'on n'ait pas donc des déchets un peu partout. On essaie de les consolider dans un seul lieu
Donc, ça va nous permettre de mieux contrôler les déchets. All right, perfect. Très bien. Okay, so with that, Alors, d'accord, we will nous, start to wind down. nous allons terminer. If any other questions do come in, please, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas finalement à nous les envoyer par courriel et on va vous fournir une réponse. And if you so want to before- join the CAP, make sure to contact Rachel or use the same email address. Et si vous voulez vous joindre au CAP, contactez Rachel. Yes, thank you, Luc. Merci, Luc. Oui, d'accord. Please, we do have an information page. Visit Nous avons une page cnl.ca/CAP, d'information cnl.ca /oblique CAP. Alors, une fois qu'on aura les enregistrements, on va les envoyer, on va également les afficher sur YouTube. Sentez-vous libre finalement de les distribuer à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. On va inclure les réponses aux questions finalement pour lesquelles on n'a pas eu le temps de fournir des réponses. Donc, merci. On va mettre fin à ce webinaire. Merci, Luc, René et Rachel. Merci beaucoup et bonne journée.